En 1993, Louise Ellis, une journaliste indépendante d'Ottawa, se rend à une audience visant à innocenter un condamné à tort dans une affaire d'homicide. Mais pendant cette audience, elle va tomber sous le charme d'un des témoins qui va s'avérer être le co-détenu du véritable assassin. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Louise Ellis, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une histoire qui est un petit peu particulière parce que c'est comme plusieurs histoires en une. Dans cette histoire, on va parler du parcours de plusieurs personnes et surtout de leur parcours criminel. Il va y avoir beaucoup de noms différents qui vont revenir, de criminels différents, de personnes différentes. Voilà, j'ai fait mon maximum pour que ce soit clair, donc j'espère que ça le sera. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas qu'au mois d'avril, il y aura une vidéo par jour pendant tout un mois, donc à partir du 1er avril. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, lançons-nous dans la vidéo. Louise Ellis est née le 23 juin 1948 et a grandi au Canada dans la ville d'Ottawa, dans la province de l'Ontario. Elle a grandi dans une famille de classe moyenne, dans une fratrie de 3 enfants et Louise était, elle, l'enfant du milieu. Elle a eu une enfance très joyeuse, ses parents disaient qu'elle adorait danser, elle dansait en permanence, mais surtout, elle avait une véritable passion pour l'écriture. Clairement, c'était une petite fille née pour devenir écrivaine, elle avait un don pour les mots. Très jeune d'ailleurs, ses parents ont remarqué que lorsqu'elle parlait à un adulte ou à une personne plus âgée qu'elle, elle changeait un petit peu son langage et elle commençait à parler comme une personne bien plus âgée. Donc vraiment, elle savait comment s'adapter, elle savait manier les mots. Et c'est vrai que tout le monde était assez choqué parce qu'elle parlait de manière claire, utilisait un langage assez soutenu même de temps en temps. Et elle avait vraiment le don d'utiliser les bonnes tournures de phrases, de bien parler pour qu'on l'écoute. Vraiment, c'était une petite fille passionnante et on aimait l'écouter. En grandissant, évidemment, Louise va alors de plus en plus s'intéresser à l'écriture. D'ailleurs, le 1er janvier 1976, alors qu'elle était âgée de 28 ans, elle va sortir son tout premier livre intitulé L'Alpha Vegetabet, qui était en fait un livre pour enfants qu'elle a écrit et illustré. D'ailleurs, suite à la publication de ce livre, elle remportera plusieurs prix et elle commencera même à écrire pour de prestigieux magazines québécois comme par exemple le Canadian Geographic. En même temps, Louise va aussi être passionnée par le jardinage biologique. Elle va alors faire pousser ses propres légumes et suite à ça, elle va se mettre à cuisiner des repas végétariens issus directement des ingrédients qu'elle récoltait dans son jardin. Mais Louise était encore pleine de ressources parce qu'elle va apprendre et pratiquer le tai chi, donc un art martial chinois, et clairement, elle donnait l'impression à tous ceux qui la côtoyaient qu'elle pouvait accomplir à peu près tout ce qu'elle avait en tête. Il faut aussi savoir que Louise avait une véritable passion pour l'équité et la justice pour tous. C'était un point qui lui tenait vraiment à cœur et elle se battait en permanence contre les injustices auxquelles elle était confrontée au quotidien. D'ailleurs, elle avait vraiment pas peur de se disputer, que ce soit avec ses amis, sa famille ou même un patron, si elle sentait que la cause était juste, donc vraiment c'était très important pour elle. En 1993, Louise était alors âgée de 45 ans et elle travaillait à présent en tant que journaliste indépendante à Ottawa. Cette année-là, elle a d'ailleurs eu l'occasion de travailler sur un reportage à propos de la condamnation à tort d'un certain David Milgaard. Mais là, avant d'aller plus loin dans l'histoire de Louise, je vais vous parler un petit peu de ce David Milgaard, de son histoire et de ce pourquoi il a été condamné à tort. David est né le 7 juillet 1952 au Canada, dans la ville de Winnipeg, dans la province du Manitoba. En 1969, David avait alors 16 ans et il est parti en voyage avec 2 amis à lui, Ron Wilson et Nicole John. Ils ont en fait décidé de se lancer dans un road trip et leur but était de traverser le Canada en voiture. Les 3 amis ont décidé de s'arrêter dans la ville de Saskatoon, dans la province de Saskatchewan. C'était donc à plus de 8 heures en voiture de chez eux. En fait, dans cette ville vivait leur ami qui s'appelle Albert Cadrain et ils avaient décidé de s'arrêter là pour lui rendre visite et de dormir quelques nuits chez lui. Donc là, je récapitule. On a donc David avec ses 2 amis
Ron et Nicole, qui dorment chez leur ami Albert. Les trois s'amusent assez bien, mais malheureusement, pendant leur séjour, un drame va venir frapper la ville. Une jeune étudiante en soins infirmiers de seulement 20 ans, qui s'appelle Gail Miller, va être retrouvée décédée sur un banc recouvert de neige juste à côté de la maison de Robert, là où David et ses amis séjournaient. L'étudiante avait été agressée sexuellement, battue et poignardée à mort. Rapidement, une enquête pour homicide va alors être ouverte et il faut savoir que cette affaire va être très fort médiatisée. Pas dans tout le pays, mais en tout cas dans la province de Saskatchewan, tout le monde en parlait. En l'espace de quelques heures, la police a alors décidé de s'intéresser à David ainsi qu'à ses amis en tant que potentiels suspects. En fait, Gail Miller avait été retrouvée décédée à côté de là où il vivait, donc à côté de la maison de chez Albert. Ces trois mecs venaient d'arriver en ville. Avant ça, il n'y avait pas vraiment eu d'homicide dans le coin. Donc c'est vrai qu'ils étaient les premiers suspects sur la liste des enquêteurs. Ces enquêteurs qui, eux, vont être très fort mis sous pression à cause de tous les médias, à cause de toutes ces personnes qui parlent de cette histoire et qui cherchent un coupable, ne vont pas chercher plus loin et ils vont se dire, c'est sûr et certain, ces mecs-là qui viennent d'arriver ont quelque chose à voir avec ce meurtre et donc ils vont les arrêter. Dans un premier temps, David, Ron et Nicole vont être interrogés et tous les trois ils vont clamer leur innocence, ils vont dire qu'ils n'ont rien à voir avec ça et qu'ils étaient tout simplement en train de faire la fête avec leur ami Albert chez qui ils vivaient à ce moment-là. Que oui, c'est super triste, mais que eux n'ont strictement rien à voir avec ça. Par contre, Albert, donc la personne qui les logeait, va lui avoir un discours assez différent. En fait, selon lui, David Milgaard aurait lui pu être impliqué dans cette histoire. Selon Albert, le matin après le meurtre, David a agi assez différemment. En plus de ça, Albert va confier à la police qu'il se rappelle avoir vu du sang sur les vêtements de David. Suite au témoignage d'Albert, la police a placé David en état d'arrestation et il sera accusé du meurtre de Gail Miller. Je vous précise quand même qu'il n'y avait aucune preuve matérielle contre lui et il a été accusé seulement sur base d'un témoignage, celui d'Albert, donc la personne chez qui il dormait. Albert ne donnera même pas plus d'explications, simplement à partir du moment où il dira avoir vu certaines choses à propos de David, eh bien, pour les enquêteurs, David était le coupable, point barre. Évidemment, suite à l'arrestation de David, ses deux amis, John et Nicole, avec qui il avait voyagé, eh bien, ils vont se retourner contre lui et eux aussi vont changer leur version des faits. En fait, au début, ils disaient qu'ils n'avaient rien vu, qu'ils n'avaient rien à voir avec ça, mais là, en voyant que David était en état d'arrestation, ils se sont dit qu'ils allaient plutôt rejoindre le clan d'Albert et commencer à eux aussi enfoncer un petit peu David pour que les policiers arrêtent de s'intéresser à eux et qu'à la place d'être suspectés, ils seront plutôt des témoins et voire même les héros qui auront permis de résoudre cette affaire. Ron et Nicole vont alors inventer de fausses déclarations à propos de David. Tout comme Albert, ils diront alors que David avait eu du sang sur lui et qu'il avait eu un comportement bizarre le matin après le meurtre. Suite à ça, la seule personne qui finira donc inculpée dans cette affaire d'homicide sera David. Encore une fois, je vous rappelle qu'il n'y a aucune preuve matérielle contre lui, simplement les enquêteurs sont encore un petit peu plus sûrs que David est coupable parce que à la place d'avoir seulement Albert qui témoigne contre lui, il y a aussi Ron et Nicole, donc il y a 3 témoins contre lui. Par contre, je précise qu'à aucun moment ils se posent la question de savoir si leur témoignage est vrai ou non, surtout que, sincèrement, eux aussi étaient dans la liste des suspects à un moment donné, donc clairement ils auraient pu se poser cette question, mais ça n'a pas été fait. Finalement, un an plus tard, le procès aura lieu. David Milgaard était alors âgé de seulement 17 ans et il sera malheureusement reconnu coupable de meurtre et condamné à la prison à perpétuité. Ensuite, pendant qu'il était en prison, David a continué à clamer son innocence, disant que ses amis avaient fait de fausses déclarations à son encontre. Et puis, c'est vraiment triste, mais quelques semaines plus tard, il va déclarer avoir été battu et agressé en prison et avoir suite à ça essayé de mettre fin à ses jours à plusieurs reprises. Par la suite, il a tenté encore et encore de faire appel à sa condamnation et toujours en jurant qu'il était innocent et en expliquant qu'il n'y avait aucune preuve matérielle contre lui, mais à chaque fois, ses appels étaient refusés. Donc voilà.
Maintenant, pour en revenir à Louise, nous sommes en 1993 et elle entend parler de cette affaire. En fait, l'avancée ADN a permis de réouvrir plein d'affaires, dont celle du meurtre de Gail Miller, parce qu'en fait, au moment de son meurtre, des enquêteurs avaient retrouvé du sperme sur son corps, et même si ça n'avait pas vraiment servi dans l'enquête en 1969, là, en 1993, avec les avancées ADN, il était possible d'analyser ce sperme. Donc avec ça, l'enquête a été réouverte et tout le monde a commencé à se dire qu'on allait peut-être enfin avoir le fin mot de cette histoire et savoir si oui ou non David est coupable ou non. Des premières analyses ont alors été faites et un doute est apparu. Finalement, peut-être que David n'était pas le coupable parce que son ADN et celui retrouvé sur la victime ne semblaient pas vraiment correspondre. Alors suite à ça, un nouveau procès s'est enfin ouvert afin de rejuger David sur base de ces nouvelles preuves ADN. En sachant tout ça, Louise va alors être totalement intriguée. Je vous rappelle qu'elle avait un réel besoin de justice et d'équité et donc évidemment, elle avait ressenti le besoin de couvrir ce nouveau procès qui avait pour but de peut-être enfin innocenter David Milgaard. Le procès sera assez long et tous les jours, Louise va se présenter aux audiences. Mais voilà, un jour, lors de l'une de ces audiences, elle va entendre le témoignage d'un homme qui s'appelle Brett Morgan et qui était d'ailleurs incarcéré à ce moment-là. Brett était en fait venu à la barre parce qu'il disait connaître la vérité et savoir qui était le véritable assassin de Gail Miller. Brett expliquera qu'il est en prison et qu'il partage sa cellule avec un homme qui lui a confié être le véritable assassin de Gail. Il dira même que son codétenu se vantait parce que à sa place était un petit jeune qui s'était fait prendre pour le meurtre alors qu'il n'avait rien à voir avec ça. Brett dira qu'il avait alors trouvé ça extrêmement révoltant et que c'était pour ça qu'il était venu à la barre pour rétablir la vérité pour que justice soit faite. Il donnera alors le nom de son codétenu qui est Larry Earl Fisher. Tout au long de son témoignage, Brett avait les larmes aux yeux. Il se sentait mal de ne pas avoir parlé plus tôt, mais il dira qu'il avait aussi eu du mal à témoigner contre son compagnon de cellule parce qu'en prison la vie est difficile et que c'est vrai qu'un compagnon de cellule c'est souvent un pilier pour les prisonniers. Mais bon, Brett dira aussi que sa conscience lui disait que c'était le meilleur choix, alors il l'avait fait. À la fin de l'audience, Louise, qui elle avait écouté tout le témoignage avec attention, va alors vouloir parler à Brett. Elle va le retrouver et elle va lui avouer avoir été extrêmement touchée par son courage et sa bravoure et qu'elle avait trouvé son discours très émouvant. On ne sait malheureusement pas si à ce moment-là, Louise savait pourquoi à la base Brett avait fait de la prison, mais j'ose espérer qu'elle ne le savait pas. Avant de continuer dans l'histoire de Louise, je vais quand même conclure pour vous cette affaire à propos de David Milgaard. Il faut savoir qu'en 1997, l'ADN a révélé que le sperme trouvé sur la victime correspondait bel et bien à celui de Larry Fisher, donc le compagnon de cellule de Brett, et David sera alors enfin libéré de prison après avoir passé plus d'une vingtaine d'années enfermé pour un crime qu'il n'avait pas commis. Donc là, on sait que Brett n'avait pas menti, mais sincèrement, on doute qu'il ait parlé et balancé son codétenu simplement par acquis de conscience. En fait, Brett était connu pour être très violent en prison et n'avait pas du tout une bonne réputation. Clairement, s'il a témoigné contre Larry Fisher en 1993, c'était sans aucun doute pour arriver à négocier sa peine de prison et sans doute pas pour aider David qui avait été condamné à tort. Mais bon, revenons-en à Louise qui, je le rappelle, a été totalement subjuguée par Brett parce qu'elle pensait que son honnêteté et sa bienveillance étaient réelles. Par la suite, elle a alors décidé de lui envoyer des lettres en prison et les deux ont alors échangé énormément. Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas si Louise savait très bien pourquoi Brett était en prison. Je me dis que sans doute il a dû lui expliquer, mais évidemment en arrondissant pas mal les angles. De toute façon, si Louise était tombée amoureuse, je me dis que Brett aurait pu lui raconter n'importe quoi et elle l'aurait cru, donc c'était facile pour lui d'un petit peu lui retourner le cerveau. Mais bon, il faut savoir que Brett Morgan est en réalité un véritable monstre. Il a grandi au Canada dans la ville d'Edmond dans la province de l'Alberta et déjà petit, il était connu comme étant un très mauvais garçon. Début de son adolescence, il a commis son premier gros acte criminel en entrant par effraction dans la maison de son voisin et en y volant une bonne somme d'argent. Plus tard, toujours ado, il avait menacé sa propre mère en lui appuyant un couteau contre sa gorge. Et puis encore en grandissant, les choses ne se sont malheureusement pas arrangées
et Brett a commencé à devenir misogyne et il dira assez souvent qu'il n'aimait pas que les femmes fassent preuve de résistance ou d'indépendance. Selon lui, les femmes devaient être soumises à l'homme et à leur volonté. Donc clairement, je pense que rien qu'avec ça, vous voyez quel genre d'homme il était. Malgré tout, à l'âge de 15 ans, Brett va avoir sa première petite amie. Elle s'appelait Sandra, mais Brett va lui mentir et il va lui dire qu'il a 18 ans. Donc Sandra pensait sincèrement qu'elle sortait avec un garçon, un jeune homme de 18 ans, alors qu'il n'avait que 15 ans. Leur relation va durer quelques temps et au bout d'un moment, Sandra va tomber enceinte par accident et c'est une autre époque, mais suite à ça, les deux ont été obligés de se marier. Et là, quasiment juste après leur mariage, Sandra va commencer à dire autour d'elle, à ses proches, que Brett était en fait un homme violent. Elle avait tellement peur qu'elle avait été voir la police en disant que Brett allait la tuer, qu'il avait essayé de l'étouffer avec un oreiller, qu'il lui avait même provoqué une fausse couche en la frappant à plusieurs reprises dans le ventre alors qu'elle venait d'apprendre qu'elle était enceinte une nouvelle fois. Sandra va essayer de divorcer avec lui, mais lorsque Brett va s'en rendre compte, il va vraiment s'énerver et il va se mettre à la frapper, à lui tirer les cheveux et il va même pointer un fusil de chasse contre elle et il lui dira qu'elle devait rester sinon il allait la tuer. Sur le coup, Sandra avait eu très peur pour elle ainsi que pour son fils et donc elle avait promis à Brett qu'elle allait rester, mais le lendemain matin, elle s'est enfuie avec son garçon et Brett ne l'a plus jamais retrouvée. C'est comme ça que s'est terminé son premier mariage. Quelques années plus tard, Brett va alors se remarier avec une nouvelle femme qui s'appelle Christine. À la base, Christine ne voulait vraiment pas se marier avec Brett, mais il l'a forcée, non pas parce qu'il l'aimait d'un amour démesuré, mais parce que la tante de Christine venait de décéder, elle avait un gros héritage, et donc Brett voulait hériter en même temps que Christine. Donc pour ça, il fallait que les deux se marient. Encore une fois, juste après le mariage, Brett va devenir violent, autant psychologiquement que physiquement, et Christine, n'en pouvant plus, va un jour décider de dire à Brett qu'elle veut divorcer. Et ça s'est passé à un moment donné où ils étaient tous les deux dans une voiture. Christine a pris son courage à deux mains et elle lui a annoncé qu'elle ne l'aimait plus et qu'elle voulait partir. À ce moment-là, Brett avait arrêté la voiture et il avait commencé à étrangler Christine tout en lui disant « Si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Personne ne quitte Brett Morgan. » Heureusement, Christine a réussi à s'enfuir de la voiture et tout comme Sandra avant elle, elle est partie et Brett ne l'a jamais retrouvée. Donc voilà comment s'est terminé son deuxième mariage. Après ça, Brett était resté célibataire et dans les années 80, il avait été accusé d'homicide involontaire après avoir étranglé une travailleuse du sexe dans un hôtel. Selon lui, pendant le rapport sexuel, il l'avait étranglée, elle était décédée. Donc c'était pas un meurtre au premier degré, c'était un meurtre au deuxième degré. Et pour ça, il avait écopé de seulement 10 ans de prison. Et donc en 1993, lorsqu'il a rencontré Louise, il purgeait sa peine pour cet homicide. Ce qui est dingue, c'est que pendant tout ce temps où il était en prison et où il échangeait des lettres avec Louise, il a vraiment réussi à la convaincre qu'il était en prison pour un meurtre qu'il n'avait pas commis. Et Louise le croyait. Vraiment, il avait réussi à lui retourner le cerveau. Je ne sais pas si au final elle pensera sincèrement qu'il était innocent, mais en tout cas, elle se lancera dans une procédure pour essayer de faire sortir Brett de prison. Je vous rappelle qu'elle aime la justice, qu'elle aime l'équité et qu'elle pense réellement se battre pour une cause qui est juste, donc elle va vraiment travailler corps et âme pour le faire sortir et pour qu'il puisse reprendre une vie normale. Finalement, en 1995, 2 ans plus tard, après avoir passé seulement 8 ans en prison au lieu de 10, Brett a obtenu une libération anticipée et a alors emménagé avec Louise qui habitait toujours à Ottawa. Clairement, cette libération, Louise l'a vue comme une chance de repartir à zéro et elle a tout fait pour que Brett puisse reprendre une vie saine et entourée d'amour. Elle l'a alors aidé à démarrer sa propre entreprise, les deux se sont mariés et Louise l'a aidé dans tout ce qu'il voulait entreprendre. Tout semblait alors assez bien se passer entre deux, mais lorsque les proches de Louise lui posaient des questions sur sa relation, si elle était heureuse, eh bien Louise ne répondait pas et restait assez silencieuse à propos de ça. Évidemment, ses proches se sont inquiétés, mais d'un autre côté, Louise a toujours été assez privée. Elle n'a jamais trop parlé de ses relations. Donc même si effectivement ils étaient un peu inquiets, qu'ils se disaient que c'était bizarre que Louise sorte avec un ex-prisonnier, eh bien, ils ont décidé de faire confiance à Louise et de se dire que si elle ne disait rien, c'est que peut-être elle était réellement heureuse. En fait, ils pensaient vraiment faire le bon choix en se disant on l'aime et donc on va respecter son choix. Mais malheureusement, ils ne savaient pas du tout
que Louise était en danger. En avril 1995, Louise va en fait finalement se confier à une amie à elle et elle va lui expliquer sans trop donner de détails qu'elle avait finalement envie de rompre avec Brett. Malheureusement, il semblerait qu'elle n'en ait jamais eu l'occasion parce que le 22 avril, soit quelques jours plus tard, Louise va disparaître sans laisser de traces. Brett sera évidemment interrogé sur la disparition de Louise et il dira que la veille au soir, le 21 avril, ils regardaient des films ensemble lorsqu'elle a répondu au téléphone et la personne qui l'appelait était son ex-petite amie. En fait, il faut savoir que Louise avait eu une petite fille avec cet ex-copain et son ex-copain l'appelait simplement pour l'inviter à la fête d'anniversaire de leur fille. Cette fête avait lieu le lendemain au domicile de l'ex-copain et comme Louise s'entendait encore bien avec lui, elle a accepté, surtout que c'était pour leur fille, donc elle avait prévu le lendemain d'aller passer la fête d'anniversaire de sa fille chez son ex-copain. L'appel entre les deux, selon Brett, a duré plus ou moins 1 heure et Brett, lui, il s'est un petit peu ennuyé pendant ce temps-là, donc il a décidé d'aller dormir. Le lendemain matin, jour de la disparition, Brett expliquera que sa femme était partie tôt pour se rendre dans la ville de Wakefield, là où la fête avait lieu. Brett ne s'était donc pas inquiété, il se disait que sa femme était en train de faire la fête avec sa fille, avec son ex-copain, et à un moment donné, dans l'après-midi, Brett va recevoir un appel de l'ex-copain de Louise. Il va répondre au téléphone et l'ex-copain est en fait inquiet parce que Louise ne se serait jamais présentée à la fête d'anniversaire. Donc ça, c'est ce qu'il s'est normalement passé. En tout cas, c'est la version des faits de Brett qui est la dernière personne à avoir vu Louise en vie. Évidemment, en entendant tout ça, les policiers se rendent compte que la situation est inquiétante. D'ailleurs, 2 jours plus tard, des enquêteurs retrouveront la voiture de Louise abandonnée sur le bord de la route dans la ville de Chelsea, tout près de là où son ex-petite amie habitait. Dans la voiture, les enquêteurs retrouveront alors le sac à main de Louise ainsi que son sac de voyage. Par contre, la police a cherché mais n'a pas vraiment trouvé de raison pour laquelle Louise aurait pu abandonner sa voiture. Il n'y avait pas de crevaison ni de panne mécanique et la voiture avait encore beaucoup d'essence. Donc évidemment, suite à ça, l'enquête va s'intensifier et la disparition de Louise deviendra alors une disparition inquiétante. Brett, de son côté, passera dans tous les médias et il demandera les larmes aux yeux que sa femme rentre en toute sécurité à la maison. Il va même se mettre à la tête de groupes de bénévoles et il organisera des battues afin de retrouver Louise. Malgré tout, les enquêteurs étaient très conscients du passé criminel de Brett et ils vont eux commencer à le suspecter dans la disparition de Louise. Surtout qu'en fait, peu de temps après la disparition, il va entamer des démarches afin de toucher le droit de succession de Louise en tant que conjoint. Donc clairement, déjà, ces démarches montrent qu'il en avait beaucoup après l'argent et plus tant que ça après vraiment la disparition de Louise. Surtout que je précise, à ce moment-là, Louise n'est pas du tout déclarée comme décédée, elle est simplement disparue. Donc sincèrement, le fait qu'il réclame le droit de succession est très suspect. Malheureusement, 2 mois vont passer sans que rien ne bouge vraiment. Par contre, une femme, mère de famille de 4 enfants qui s'appelle Marie Parent, va beaucoup s'intéresser à cette disparition et elle va aussi se renseigner de son côté sur le passé de Brett. Dans ses recherches, elle va comprendre à quel point il était un homme violent et elle va alors être persuadée qu'il était l'assassin de sa femme Louise et elle ne supportait plus après ça de le voir pleurer à la télé tout en suppliant que sa femme revienne à la maison. Marie a alors pris la décision de faire avancer seule cette enquête. Elle a appelé Brett et elle va lui expliquer qu'elle voulait vraiment l'aider à retrouver sa femme Louise. Brett, qui voulait évidemment rester dans son rôle de mari inquiet, a accepté l'aide de Marie et elle a alors roulé jusqu'à son domicile pour pouvoir parler avec lui. En arrivant chez Brett, qui je le rappelle vivait toujours dans la maison de Louise, Marie va immédiatement remarquer que Brett s'était déjà débarrassé d'une grande partie des affaires de sa femme. Quand elle trouvera des moments opportuns, elle essaiera de fouiller un petit peu dans les armoires, les placards et elle va très vite constater qu'il avait commencé à vendre les objets de valeur appartenant à Louise, genre des vêtements de marque, genre des parfums, des bijoux. Donc là déjà, elle commençait à avoir plusieurs indices montrant qu'il était suspect. Malgré tout, Marie va discuter un long moment avec Brett et bizarrement, elle va sembler obtenir sa confiance. Après ça, Marie va se rendre à la police, elle va leur expliquer ce qu'elle est en train de faire
et elle va proposer aux agents de travailler avec eux. Les enquêteurs vont alors accepter et ils vont équiper Marie de micros pour qu'à chaque fois qu'elle se rende chez Brett, leur conversation soit enregistrée. De plus, les policiers assuraient évidemment sa protection. Marie va alors aller le voir encore et Brett va tout doucement lui avouer un peu à demi-mot qu'il avait bel et bien tué sa femme. Par exemple, un jour, il va simplement dire que déplacer un corps, le porter, c'était un peu comme déplacer un sac de pommes de terre. En fait, plus Marie allait voir Brett, plus il semblait lui faire confiance et plus il commençait à lui dire des choses un peu suspectes, comme si il essayait de lui expliquer ce qu'il avait fait, mais il voulait pas non plus le dire clairement, donc voilà, il y avait des allusions même si c'était jamais très clair. Marie, elle de son côté, écoutait tout ça, elle savait que c'était enregistré et elle devait garder son calme parce que c'est vrai que parfois elle entendait des choses assez choquantes et elle devait continuer à faire croire à Brett qu'elle était de son côté et qu'il pouvait lui faire confiance. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point le travail de Marie a été extraordinaire. Elle a mis sa vie en danger, mais aussi son confort. Elle a raconté quelque chose dans une interview qui est assez impactant. Je vais vous lire ce passage. À un moment donné, il m'a embrassée. J'avais envie de vomir, mais je ne l'ai pas repoussé, car cela l'aurait rendu suspect. Nous nous sommes embrassés 4 ou 5 fois, la police était en colère, me disant que je m'approchais de trop près. Ils ont menacé de me faire sortir, mais tout cela faisait partie de mon plan directeur. Finalement, un jour, Brett va emmener Marie dans les bois dans le but de chercher Louise. Ils avaient déjà fait ça, c'était pas inhabituel, mais cette fois-ci, alors qu'ils marchaient en pleine forêt, Marie va faire la découverte du corps de Louise. Face à ça, Brett va fondre en larmes et Marie, sachant pertinemment bien qu'il mentait, va prendre sur elle et elle va le réconforter. Au fond, elle savait quand même que si Brett l'avait emmenée à cet endroit, c'était pour qu'enfin elle trouve le corps de Louise. Le corps de Louise était d'ailleurs là depuis des mois et il était en phase avancée de décomposition. Il a en fait été retrouvé dans une zone assez boisée qui se situait tout près de la maison de l'ex-petite amie de Louise, donc là où elle devait se rendre justement le jour de la disparition. Suite à la découverte, Brett va alors être placé en garde à vue pour le meurtre de Louise et même s'il n'a jamais avoué, il en avait assez dit dans ses conversations enregistrées avec Marie. Mais surtout, autre chose, il l'avait emmenée jusqu'au corps de Louise, donc même sans les aveux, les enquêteurs avaient largement de quoi l'arrêter et l'accuser. De plus, des enquêteurs vont aussi retrouver des journaux intimes appartenant à Louise. Dedans, elle avait écrit que Brett était en fait un mari violent. Et écrira même que parfois Brett donnait des coups de poing dans les murs de la maison et il en avait tellement donné que la maison était devenue pleine de trous dans les murs. En fait, en lisant ces journaux, on pouvait clairement se rendre compte que la Louise courageuse, heureuse et dynamique que tout le monde avait connue, était devenue une femme stressée et misérable. De plus, Louise avait aussi écrit qu'elle avait découvert que Brett lui avait volé de l'argent et avait créé de faux chèques bancaires. Et surtout, plusieurs fois dans son journal, elle écrira qu'elle voulait divorcer, qu'elle voulait quitter Brett. Donc là, en connaissant le passé de Brett, en sachant comment il a toujours réagi quand une de ses femmes voulait le quitter, voulait divorcer, eh bien on peut n'avoir que la confirmation qu'il a bel et bien tué Louise. Selon les enquêteurs, Brett s'en serait pris à elle au moment où elle aurait dit qu'elle voulait divorcer et selon eux, il l'aurait étouffée. Finalement, en 1997, Brett Morgan a été reconnu coupable du meurtre au premier degré de Louise et a été condamné à la prison à vie. Je trouve ça d'ailleurs assez ironique parce que cette même année, en 1997, David Milgaard a lui pu sortir de prison après qu'il ait été innocenté grâce notamment au témoignage de Brett Morgan. Par contre, il faut savoir que Brett ne restera pas du tout longtemps en prison parce que 2 mois seulement après avoir commencé sa peine, il décédera des suites d'une hépatite C. Pour ce qui est de Marie Parent, donc celle qui a aidé la police, on lui a offert la somme de 4 600 $ pour son excellent travail. Grâce à elle, cette affaire de disparition a été résolue en 6 semaines et il faut d'ailleurs savoir qu'elle avait fait ça vraiment pour aider Louise, pour aider la famille de Louise et qu'elle était même un petit peu fâchée que les enquêteurs veuillent lui proposer de l'argent, veuillent lui donner 4 600 $ parce qu'elle disait qu'elle avait vraiment fait ça pour eux et pas dans le but de toucher de l'argent. En tout cas, c'est comme ça que se termine cette affaire, cette vidéo. C'était une affaire totalement dingue, je trouve. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Comme je vous l'ai dit, je vous ai raconté un petit peu plusieurs histoires en une, mais je pense que c'était assez intéressant et que c'était la meilleure manière de faire pour vraiment bien comprendre tout ce qui s'est passé dans cette grande affaire.
C'est sûr que j'ai omis certains détails parce que évidemment la vidéo aurait duré trop longtemps sinon, mais je pense quand même que vous avez toutes les informations nécessaires pour bien comprendre ce cas. En tout cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!